Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre table ronde de la semaine de l'économie verte sur le thème du projet du nouvel observatoire sur la relance et l'économie verte. À mes côtés, Alexandre Gajewicz-Sayek et Marc Journeau pour cette table ronde. Bienvenue à vous deux. Bonjour, bonjour Anne-Josée. Bonjour à José, bonjour Marc. Bonjour Merci Alexandre. beaucoup. Et bienvenue à tous nos participants là, qui se joignent tranquillement à l'événement. Donc, pour laisser un peu le temps à tous de se joindre, j'aimerais souligner que cet événement est enregistré. Nous sommes également en mode webinaire, donc vos écrans seront fermés pendant la durée de l'événement, ce qui nous permet d'économiser l'énergie et éviter des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, on vous invite chaleureusement à communiquer avec nous via l'outil Clavardage si vous avez un besoin technique pour communiquer avec l'équipe de Québec Net Positif ou encore via l'outil Q&A, Q et R si vous avez le logiciel en français pour poser des questions à nos invités. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vais présenter rapidement un petit mot de remerciement à Écotech Québec et la Semaine de l'économie verte, car notre table ronde d'aujourd'hui est présentée dans le cadre de la Semaine de l'économie verte. Donc, le déroulement de notre événement, un petit mot de bienvenue et d'introduction pendant peut-être une dizaine de minutes. Ensuite, ce sera l'échange avec nos invités. On va parler aujourd'hui de la relance économique. Est-ce qu'elle a lieu et est-ce qu'elle est bien verte, ainsi que le rôle des gouvernements et des entreprises dans le succès de la transition. On va parler du projet de l'Observatoire sur la relance et l'économie verte. Et finalement, notre table ronde se terminera vers midi. Donc, bienvenue à tous. C'est très apprécié. Et sur ce, je suis en très bonne compagnie et je vais inviter Alexandre et Marc à se présenter. Alexandre? Bonjour, merci beaucoup Anne-José. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Content de vous voir en si grand nombre ici. Bonjour, alors je suis Alexandre Gajewicz-Sayek, je suis professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Je suis spécialiste dans les politiques de changement climatique. Je travaille donc spécifiquement sur les politiques climatiques, sur la transition énergétique. J'enseigne des cours sur la politique climatique et la transition énergétique. Vous me voyez parfois dans les médias aussi où j'interviens régulièrement sur les questions de climat. Et essentiellement, vous savez, on entend à peu près depuis le sommet de Rio, depuis 92, par rapport au climat, écoutez les scientifiques, écoutez les scientifiques. Et c'est évidemment, on a remarqué qu'il y a très peu de politiciens qui l'ont fait. Alors, cette réalité m'a poussé à comprendre pourquoi c'est si difficile d'écouter les scientifiques. Et en même temps, je me suis toujours intéressé à ceux qui l'ont fait, à ceux qui ont mis en place des politiques. Alors, mes recherches m'ont vraiment toujours motivé à comment est-ce qu'on fait en sorte pour que des politiciens et des politiciens, des dirigeants économiques aussi écoutent les scientifiques par rapport au climat. Et c'est ça qui a motivé beaucoup toujours mes recherches. Comment est-ce qu'on fait pour aligner la politique avec nos objectifs climatiques et d'où toute cette sphère de la politique des changements climatiques qui s'ouvre et sur laquelle je travaille depuis plus d'une décennie maintenant. Et voilà, alors je me demande comment est-ce qu'on va faire pour aligner les politiques écologiques d'aujourd'hui avec la prospérité économique de demain, essentiellement. Et c'est ça qui m'a poussé, justement, c'est vraiment un travail qui était assez ardu, notamment d'accompagner les décideurs dans cette transition vers une économie verte. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer un observatoire un observatoire de recherche sur l'économie verte. J'ai envie de former une équipe et on veut jouer un rôle pivot auprès des dirigeants politiques, des entrepreneurs, des leaders de la société ici au Québec. Alors, on veut justement pouvoir les guider dans cette transition vers une économie verte. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, pour les participants à l'écoute, vous voyez les intersections avec Québec Net Positif. Je vais vous parler tout à l'heure pour ceux qui nous connaissent moins bien de notre raison d'être. Mais en attendant, je vais aussi permettre à Marc de se présenter. Oui, merci beaucoup. Merci Anne-Josée. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, Marc Journeau, je suis professeur titulaire à l'École de comptabilité de l'Université Laval. Je suis également responsable du Centre de recherche en comptabilité du développement durable et aussi co-titulaire du nouveau réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Donc, moi, mes recherches touchent davantage l'organisation. Donc, Alexandre est plutôt au niveau macro. Moi, je me plais à dire que je suis plutôt au niveau micro.
ce qui crée une belle synergie dans notre équipe là, pour le futur OREV, donc le futur Observatoire de relance et d'économie verte. Donc, mes passions, c'est vraiment comment intégrer des pratiques d'éco-responsabilité, de développement durable et bien sûr d'économie circulaire dans nos organisations, dans nos entreprises, dans nos PME. Et donc, depuis plus de 15 ans maintenant, je m'intéresse à ces questions-là. Et donc, l'idée, c'est tout simplement d'amener ce volet terrain-là dans la mission de l'OREV, donc de faire le pont entre ce que les organisations font et aussi leurs besoins, leurs attentes en termes de support à mettre en place des pratiques. Parce qu'il faut se dire, là, de plus en plus d'entreprises sont désireuses de faire ce virage-là, veulent faire le virage vers une économie verte et vers une économie plus sobre en carbone, notamment. Mais ce n'est pas toujours simple à faire. Ils ont besoin de support, ils ont besoin aussi d'encadrement. Et donc, c'est de là l'idée de faire le pont entre le micro et le macro, donc entre les besoins terrain et les besoins en termes de politique gouvernementale pour supporter une future transition, une actuelle transition vers une économie plus verte. Merci beaucoup, Marc. Bienvenue à vous deux. Et puis, de notre côté, chez Québec Net Positif, nous sommes fiers aussi d'être un des partenaires pour contribuer à fonder ce projet de l'Observatoire sur la relance verte et durable et faire le pont aussi avec les gens sur le terrain avec qui on a la chance de travailler. Donc, vous connaissez maintenant Marc et Alexandre. Si vous avez des questions sur le macro de la transition vers l'économie verte ou le micro de la transition pour les entreprises, préparez vos questions. On va s'entretenir avec eux dans quelques minutes. Et juste auparavant, je vais me permettre de faire une petite introduction du sujet et de la thématique. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je suis Anne-Josée, donc co-initiatrice de Québec Net Positif. Et notre raison d'être chez Québec Net Positif, c'est essentiellement d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et même net positive. Donc, nous sommes une organisation à but non lucratif, un laboratoire d'idées ou think tank. Et notre mission, c'est essentiellement de sensibiliser, mobiliser et outiller les entreprises pour non seulement réduire les risques de la transition, mais surtout saisir de nouvelles occasions d'affaires. Nous sommes soutenus par la Fondation Mécano et nous faisons partie de la coalition Accélérer 2030 pour le Québec. On a une vision très audacieuse pour le Québec. Nous, on croit que d'ici 2050, le Québec pourrait être la première juridiction nette positive en Amérique, c'est-à-dire que le Québec pourrait rendre plus de services à la planète que ce dont sa population et ses entreprises utilisent pour vivre et opérer. Donc, on est loin de là aujourd'hui, c'est une vision 2050, mais ce qui nous importe, c'est que tout le monde fasse chaque jour un pas de plus vers la transition et comme ça, on va pouvoir y arriver. Le projet de l'OREV fait d'ailleurs partie de ces éléments innovateurs qu'on a besoin dans l'écosystème d'affaires du Québec pour faire le pont entre les connaissances, l'économie, les gouvernements, les gens sur le terrain. Donc, je l'ai dit, on fait partie de la coalition Accélérer 2030 pour le Québec. Pour ceux qui sont familiers, il y a 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Ceux qui sont moins familiers, c'est important d'aller voir ces objectifs-là. D'ailleurs, ici au Québec, de plus en plus d'instances sont alignées et même les gouvernements là, avec les objectifs de développement durable dont l'atteinte est souhaitée pour 2030. On travaille particulièrement à l'heure actuelle et ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'action climatique. Donc, c'est l'objectif 13 des objectifs de développement durable. Et quand on travaille avec les entreprises, on travaille aussi à créer des emplois décents, une consommation plus responsable. Donc, on travaille sur un ensemble d'objectifs de développement durable et c'est ce cercle vertueux entre l'action climatique et l'ensemble des objectifs de développement durable qu'on essaie de créer et de favoriser. Donc, on est vraiment sur des actions court terme avec une perspective long terme. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? C'est que ce qui est essentiel, c'est que nos entreprises se placent sur une trajectoire de transition qui va être compatible avec un avenir bas carbone. Quand on parle d'une transition vers une économie verte, c'est cette idée de se placer sur des trajectoires de transition. Mais le grand défi, c'est que l'urgence climatique, elle est très présente dès maintenant. Et plus on attend, plus la courbe elle va être prononcée. Donc, le budget carbone dont on dispose, c'est ce qu'il y a sous la courbe. On a de moins en moins de budget disponible et on continue d'émettre énormément de gaz à effet de serre. D'ailleurs, c'est un des sujets qu'on va aborder avec Marc et Alexandre tout à l'heure. Comment se fait-il qu'on fasse des efforts et qu'on continue de toujours émettre autant de gaz à effet de serre?
Donc, on a regardé dans l'économie québécoise quels sont les secteurs qui sont appelés à croître dans un avenir bas carbone. C'est peut-être petit un peu sur l'écran. Cette cartographie est disponible sur notre site web et je crois que Rachel va mettre le lien dans le chat. L'idée, c'est qu'on a trouvé un peu partout dans l'économie québécoise des indices de transition. Traditionnellement, c'était dans les technologies propres ou encore dans le secteur de l'énergie, le transport, qui sont des secteurs à forte émission. Mais déjà aujourd'hui, on voit dans le secteur du tourisme de belles initiatives qui amènent le tourisme vers du tourisme durable. Dans l'agro-agri, on voit aussi énormément d'initiatives, de la capture carbone dans les sols, de l'agriculture régénérative, même des petits morceaux, des bulles des gens qui pointent vers l'importance de l'autonomie alimentaire. Donc, tout ça, c'est des indices qui pointent vers l'économie bas carbone. Le secteur manufacturier qui va jouer un rôle essentiel dans la transition de toute l'économie du Québec, commerce de gros, commerce de détail, les solutions fondées sur la nature avec des infrastructures vertes. Donc, c'est quand même très encourageant de voir tous ces indices de transition un peu partout dans l'économie. On a également cartographié les secteurs qui jouent un rôle de levier ou d'accélérateur de la transition, avec au cœur le secteur de la finance et de la finance durable. D'ailleurs, aujourd'hui et demain, c'est le grand sommet de la finance durable ici à Montréal sur la thématique au-delà du net zéro, donc le rôle de leadership des acteurs de la finance qui s'affirme de plus en plus. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a ici au Québec. On a, comme un peu partout ailleurs, beaucoup d'efforts et de signaux de transition qui proviennent de la mobilisation citoyenne. Les citoyens dont les valeurs sont de plus en plus affirmées dans leur rôle de consommateur jouent un rôle. L'approvisionnement responsable, donc les grands donneurs d'ordre commencent à avoir des exigences sur les chaînes d'approvisionnement et demandent à leurs fournisseurs de prendre soin de l'environnement, ou en tout cas d'avoir de la transparence sur leur empreinte environnementale. Également, toutes nos instances régionales, la Ville de Montréal d'ailleurs, qui est engagée, entre autres, il y en a d'autres, à être net zéro sur un horizon 2050. Donc, quand, en tant qu'entrepreneur, tu opères dans une ville qui s'engage à être net zéro, c'est un signal de transition. Là. Il va falloir faire des choses différemment dans l'avenir. Donc, voici tout ce qu'on a pu identifier là, dans l'économie québécoise. Puis je le disais tout à l'heure, au cœur de tout ça, les plus forts signaux de transition à l'heure actuelle sont probablement dans le secteur de la finance durable, avec des milliards de dollars là, qui sont réorientés vers les investissements qu'on appelle ESG, donc qui tiennent compte des facteurs environnementaux, mais aussi sociaux et de gouvernance. Et ça touche beaucoup, c'est certain, là, les grandes entreprises cotées à la bourse. Mais on sait que dans l'économie du Québec, c'est constitué d'énormément de PME. Donc, ces PME-là qui sont au cœur de l'économie vont être grandement influencées par les nouvelles politiques publiques, de l'écofiscalité, donc toutes sortes de sujets qu'on va aborder avec Marc et Alexandre tout à l'heure. Et c'est 2,8 millions d'emplois qui sont créés dans nos PME du Québec. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde. La dernière information que je partageais avec vous avant qu'on se lance dans notre panel, c'est les résultats d'une enquête sur les pratiques éco-responsables des entreprises du Québec qui a été faite auprès de 4300 entreprises. Les résultats ont été dévoilés en 2021, donc c'est tout récent. Ça nous dit que c'est quand même encore relativement marginal. Ce n'est pas du tout la majorité des entreprises qui font du développement durable. Mais parmi celles qui font du développement durable, la grande majorité mettent en œuvre des initiatives sociales. Donc, on est très fort au Québec, on s'occupe bien de nos employés, santé, sécurité, diversité, inclusion. Par contre, quand vient le sujet de l'action climatique, c'est beaucoup moins souvent mentionné, mais de façon significative. Donc, même pour les entreprises engagées en développement durable au Québec, peu importe leur taille, on s'occupe moins du climat. Et malgré l'urgence d'agir et l'urgence du changement climatique. Et quand on regarde par taille d'entreprise, parmi celles qui sont engagées en développement durable et qui font attention aux émissions de gaz à effet de serre, les grandes entreprises, on est à 34 là, parmi celles qui font du développement durable, et les petites entreprises, seulement 13 Donc, il y a un écart significatif entre les actions climatiques des grandes entreprises et des petites. Ça nous préoccupe parce que ça peut vouloir dire que les grandes entreprises vont être ralenties dans leur transition par leur chaîne de valeur constituée de PME qui peut-être ne sont pas en train de passer à l'action. Ou si les PME ne sont pas dans la chaîne de valeur, mais c'est préoccupant quand même parce qu'on pourra se retrouver avec plein d'employés dans plein d'entreprises qui ne sont pas tout à fait adaptées et prêtes à travailler dans un avenir bas carbone. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe.
Donc, je pense que ça met bien la table à l'échange qu'on veut avoir ensemble. Donc, je vais cesser le partage d'écran ici. Et dès maintenant, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Je pense que je vais me tourner vers toi, Alexandre. La première question là, qui nous préoccupait, est-ce que la relance économique, elle est commencée? Puis si elle est commencée, bien, est-ce qu'elle est verte? Ben, c'est une excellente question. Merci beaucoup, José. Merci d'ailleurs pour cette introduction excellente. Alors, on peut dire, alors c'est sûr qu'après un grand impact économique comme ça, il y a quand même des gens qui ont poussé pour, on va repartir l'économie sur une base beaucoup plus verte. Alors, quand on veut relancer l'économie, voilà, on peut faire de manière traditionnelle ou on peut faire en essayant de solutionner des problèmes comme, ben là, on va investir beaucoup d'argent pour essayer de faire en essayant de solutionner le problème climatique. Et en fait, justement, ben, cette idée de relance verte et celle de est-ce qu'on va réussir justement à recréer de l'emploi, à attirer des investissements tout en faisant en sorte qu'on va réduire nos gaz à effet de serre. Si on peut voir si, en un mot, est-ce que la relance a été verte? Alors, je peux vous dire, il y a eu 14,6 trillions de dollars, donc 14,6 milliers de milliards de dollars qui ont été investis partout dans le monde en réponse à la pandémie de COVID-19 pour relancer les économies. Vraiment, de cette somme qui est faramineuse, il y a juste 13 qui sont en fait dirigés pour des mesures qui sont vraiment long terme, donc vraiment des mesures qui sont vraiment propres à ce qu'on pourrait appeler une relance. Et de ce 13 %-là, il y a seulement 18 au fait qui a été dépensé de manière verte. Alors, c'est 18 du 13 donc, ça nous fait croire quand même que on ne peut pas dire que la relance a été verte. Alors, si les chiffres nous disent qu'on a peut-être manqué le bateau ici, on a manqué beaucoup d'opportunités. C'est sûr qu'il y a des pays qui ont très, très bien fait en termes de relance verte, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Norvège. Au Canada, ça a été intéressant au sens où il y a beaucoup de notre argent a été investi en mesure verte, mais ça ne représente pas beaucoup au fait de, genre, par exemple, en pourcentage de notre PIB, ce n'est pas immense. Alors, le Canada n'a pas fait une super bonne figure, mais ce n'était pas si mauvais non plus. Et en gros, ce que je pense qui était important de voir, c'est que et tu l'as très bien indiqué, c'est qu'on a énormément de signaux qui viennent des marchés, qui ont fait que les marchés sont déjà en transition. Alors, ce qui aurait été vraiment, vraiment intéressant, c'est de un peu surfer sur cette vague des marchés qui sont déjà en transition. Et c'est pour ça que je pense qu'on a peut-être manqué un peu le bateau dans la relance verte, au sens où, par exemple, on peut penser que il y a beaucoup d'investissements dans les énergies renouvelables aujourd'hui. La croissance des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial a augmenté. Les énergies renouvelables, en fait, représentent des retours sur l'investissement beaucoup plus intéressants qui ne représentaient à l'époque. Il y a beaucoup de pression, justement, pour que des grandes compagnies affichent leur bilan climatique. Donc, ça va faire en sorte qu'on va voir comme un marché. Imaginez, c'est comme toutes les compagnies commencent à devoir afficher leur bilan climatique, afficher à quel point ils prennent en considération les risques climatiques dans le futur. Ça fait en sorte qu'on va voir que les compagnies les plus dynamiques, les compagnies qui vont le mieux performer, sont celles qui prennent au sérieux la crise climatique. Alors, on voit déjà dans les marchés toute une conjonction de facteurs qui fait en sorte que, OK, on est en train de pousser vers une économie beaucoup plus verte et malheureusement, je trouve qu'on a manqué quand même beaucoup. Pas qu'on n'a pas du tout fait, mais on aurait pu faire beaucoup plus en termes de capitaliser sur toutes ces forces de marché-là pour accélérer la transition vers une économie verte. Alors, c'est ça le bilan un peu mitigé de la relance verte en ce moment. Merci beaucoup. C'est pas aussi encourageant qu'on aurait aimé entendre d'un point de vue macro, mais on va se tourner vers Matt pour voir d'un point de vue micro. On sait que cette relance-là, puis la transition vers une économie verte va passer aussi beaucoup, Alexandre a mentionné, vers une transition énergétique aussi. Donc, comment ça se passe du côté des entreprises? Est-ce qu'on peut voir d'un point de vue plus micro sur le terrain là, qu'on s'enligne vers une relance verte? Timide, je dirais, hein, pour qualifier le tout. Timide, mais je dirais sur une pente ascendante. Donc, ça fait, comme je le disais, une quinzaine d'années là, que j'accompagne des organisations, des entreprises dans un virage plus vert. Et puis, le discours tend à changer de plus en plus. Donc, au départ, ce qu'on sentait, c'était une méconnaissance complète là, de ce que le développement durable, ce qu'une transition verte pouvait faire pour une organisation. C'était même une contrainte, en fait, au départ. C'est considéré comme un coût, un investissement. Alors que maintenant,
Ça tend à changer, évidemment, pas pour toutes les entreprises, mais de plus en plus, on sent qu'il y a un désir, il y a une compréhension aussi qu'il y a des avantages compétitifs associés au fait de faire un virage vert, que ça peut apporter un gain en productivité, que ça peut apporter un gain en rétention de main-d'œuvre. Donc, on sent ce discours-là, mais on sent en même temps tous les freins, toutes les problématiques à intégrer cette nouvelle perspective-là dans les organisations. Un frein humain, un frein temporel, un frein technologique, mais un frein aussi de support législatif là, pour faire ce virage-là. Donc, il y a plusieurs freins qui font en sorte que ce mouvement-là qui est en marche, là, qui est en œuvre, qui est encore timide, mais qui est là, bien, il n'est peut-être pas aussi accéléré qu'on souhaiterait là, sur le terrain, dans les entreprises. Merci beaucoup. Tu parles de freins de support législatif. On voit le gouvernement qui a quand même pris, le gouvernement ici au Québec, certaines décisions. Là, entre autres, je pense au projet de loi 21 qui a été mis en branle récemment, là, qui vise à mettre fin à l'exploitation du pétrole et du gaz sur tout le territoire québécois. Donc, on serait une des premières juridictions au monde entier à complètement bannir l'exploitation du pétrole et du gaz. Pour nous, on voit ça un peu comme un signe d'une relance verte ou de politiques publiques qui s'en vont un peu dans cette direction-là. En fait, je m'adresse un peu à vous deux. Je ne sais pas, peut-être Alexandre veut commencer de point de vue plus macro, puis après ça, on verra du côté des entreprises. Mais est-ce que, par exemple, le fait de prendre une telle décision, tu penses que ça va accélérer la transition ou du côté du Québec, ça aura peu d'incidence? Mais est-ce que tu penses aussi que ça va se traduire par une réduction des GES? Ben, c'est une bonne question. Je dirais que ça va faire en sorte que ça ne va pas augmenter les GES parce que là, on ne va pas faire de nouvelles exploitations, mais ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement diminuer. Alors, ça va aider à ce que ça n'augmente pas, disons du moins pour la juridiction ici au Québec. Par contre, c'est un signal du point de vue des réductions de GES, c'est à peu près ça. Mais l'autre partie de la question est vraiment importante. Ça envoie un signal au marché qui est très important. C'est-à-dire que là, le Québec est en train de dire, alors c'est la première juridiction en Amérique du Nord à le faire, est en train de dire on ne va plus exploiter des ressources fossiles ici sur notre territoire. C'est un signal majeur qui est envoyé au marché. D'ailleurs, on a vu que le Québec s'est associé donc à la COP26 à la fin de l'année passée avec d'autres pays comme la France, le Danemark, le Pays de Galles, la Costa Rica. Donc, il y a d'autres pays, donc cette Beyond Oil and Gas Alliance qui s'est créée autour de la COP26 à la fin de l'année. Ça fait en sorte qu'il y a comme plusieurs pays qui sont en train de dire non, ça y est, c'est fini. Et ça, c'est fini l'exploitation pétrolière et gazière. Et ça, c'est vraiment important que des signaux comme ça sont envoyés au marché. Aujourd'hui, on est dans un contexte où beaucoup de ces installations-là, de production pétrolière, de centrales au charbon, de centrales de gaz naturel liquéfié sont construites, mais théoriquement, si on veut en fait gagner la lutte climatique, elles devraient être en fait plutôt mises en rencard. Alors, on a comme une grande peur aujourd'hui dans le monde de la finance qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les stranded assets ou en français les actifs échoués, qu'il y a beaucoup en fait d'actifs qui vont en fait être échoués, beaucoup d'argent qui ont été investis dans des constructions qui finalement vont devoir être mises en rencard. Et justement, avec une législation comme ça, bien, on empêche ce genre d'investissement dans des actifs qui sont en fait visés à échouer. Et c'est ce genre de signal qu'on doit envoyer au marché aujourd'hui pour qu'il y ait de moins en moins d'investissements qui se dirigent vers ces actifs-là qui vont être échoués et de plus en plus, justement, et se tourner. Donc là, ça ouvre la porte à tout un autre monde d'investissement qui pourrait vraiment faire en sorte qu'on va créer des emplois tout en réduisant nos gaz à effet de serre. Alors, c'est ce mouvement-là qui est en train de se passer et ce genre de législation, ce genre de signal est très, très important pour accélérer ce mouvement-là dans la bonne direction. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant quand tu parles de signal. C'est un signal qui est envoyé aux autres pays, aux grands investisseurs, aux gens qui seraient prêts à investir en recherche de pétrole et de gaz. Et nous, on dit, bien non, si vous venez chez nous, vous investissez dans quelque chose qui va être plus vert. Mais comment ça se traduit, ça, du côté des entreprises? Je pense aussi à nos PME, par exemple. Ça veut dire qu'elles doivent être à l'écoute de ces signaux-là. Ça veut dire qu'éventuellement, elles aussi doivent faire une transition là, de leur source d'énergie. Puis peut-être pour compléter ma question, ici, au Québec, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité, qui est quand même, on est un des seuls pays au monde entier déjà qui produit autant d'électricité renouvelable.
Elle n'est pas toujours facilement accessible par les PME, dépendamment de leurs procédés manufacturiers. Donc, comment ça va se passer, cette transition-là, de leur côté? Marc? Ouais, excellente question, José. Mais effectivement, l'idée de signal qu'Alexandre a mentionné est super important. Pour un entrepreneur, il a besoin de voir ce qui s'en vient, de pouvoir prévoir. Et donc, cette idée de signal-là est super importante. Puis comme je le disais tantôt, effectivement, on a une richesse au Québec. On est chanceux d'avoir cette hydroélectricité-là, d'avoir déjà une énergie à bas carbone qui est disponible, qui est déjà là. L'enjeu, c'est de pouvoir en tirer davantage profit, hein, de créer des avantages compétitifs avec cela. Donc, actuellement, on a une énergie qui coûte peu cher, qui est bas carbone, et donc il devient intéressant à faire une transition vers cette énergie-là. Par contre, parfois, c'est quand même relativement cher pour une PME de faire cet investissement-là, de faire la transition. Donc, ils ont besoin, premièrement, d'un support financier. Mais au-delà de ce support financier-là, c'est que si ils étaient capables de se démarquer avec cette énergie à bas carbone-là, à travers, par exemple, des mesures d'éco-fiscalité, je pourrais en reparler un peu plus tard, mais ça ferait en sorte que la transition pourrait être facilitée avec une création d'avantages compétitifs, donc qui est au-delà de l'aspect financier, mais qui devient aussi un avantage concurrentiel versus d'autres concurrents qui n'auraient pas, finalement, qui ne bénéficieraient pas, finalement, d'une énergie à bas carbone comme on aurait au Québec. Et donc là, ici, on pourrait créer un cercle vertueux, en fait. Donc, à partir du moment où on affiche notre énergie comme bas carbone, qu'on la mesure, qu'on a même un intérêt financier à adopter cette énergie-là versus d'autres énergies qui seraient tarifées, par exemple, avec une taxe carbone, ce qui est le cas au Canada, avec une taxe qui est encore timide, mais qui est à croître là, dans les prochaines années, on l'espère. Plus ça va devenir cher, plus on va internaliser finalement ces externalités-là. Donc, plus le carbone va être internalisé à travers une tarification, plus il y aura des incitatifs financiers et concurrentiels d'aller vers une énergie verte qu'on a au Québec. Et donc, ça va créer des avantages compétitifs pour nos entreprises et pour les entreprises du Québec, même versus le reste du monde éventuellement, si bien sûr, le reste du monde est aussi tarifé sur le carbone. Et donc, on voit déjà quel genre de support le gouvernement peut apporter dans un marché comme le Québec en ayant une idée d'éco-fiscalité, donc de taxer, dans ce cas-ci, le carbone, et de faire en sorte qu'en faisant cela, nos entreprises seraient en partie, ou de plus en plus, favorisées finalement versus les concurrents qui n'auraient pas fait ce virage-là. Donc, on a un double gain. On a un gain vers une transition verte, vers une économie plus sobre en carbone, et on a un gain financier, concurrentiel, économique, donc, pour le marché du Québec. Donc, les entreprises sont en marche, comme je le disais tantôt, ils veulent le faire, mais on a besoin d'un levier financier, on a besoin d'un levier gouvernemental pour accélérer cette démarche-là et faire jouer les forces du marché vers une énergie plus sobre en carbone. Très intéressant. Donc, on voit les occasions d'affaires à saisir, mais le climat en ce moment n'est pas nécessairement facilitant pour nos entrepreneurs. C'est pas nécessairement propice à leur transition, puis il y a beaucoup de choses que le gouvernement pourrait encore mettre en place pour y arriver. On s'était dit, avant de parler spécifiquement d'éco-fiscalité ou du rôle des gouvernements, votre premier constat, c'est qu'on n'est pas vraiment en relance verte. On n'a pas vraiment investi énormément dans ce sens-là. Il y a beaucoup de freins pour les entreprises de faire une relance verte, autant financier que personnel. Tu viens de bien le mentionner, Marc. Donc, moi, ce que je me pose comme question, puis peut-être retourner vers toi, Alexandre, d'un point de vue plus macro, là, mais c'est quoi le coût puis les risques associés à cette inaction climatique? Parce que pour faire éventuellement en sorte que les gouvernements mettent en place des co-fiscalités, mais il faut qu'il y ait des éléments qui les fassent bouger. Là. Je pense que, en ne bougeant pas, est-ce qu'il y a des risques? Qu'est-ce qui se passe là, en ce moment dans l'économie? C'est vraiment une bonne question, Anne-Josée. D'ailleurs, c'est une des questions sur lesquelles je travaille le plus. J'ai quand même l'impression, en fait, que si on expose ces points économiques-là, alors on sait qu'il y a comme beaucoup de gens, peut-être, qui vont juste agir parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que, justement, là, il faut agir pour le climat parce qu'on a un devoir moral d'agir pour le climat. Il y a des gens qui vont agir pour d'autres raisons.
par exemple, si on leur donne des raisons économiques, ils vont agir. Alors moi, je ne peux pas malheureusement attendre que tout le monde va agir pour les bonnes raisons. Et donc, mon travail, c'est au fait de donner des raisons multiples à toutes sortes d'agents pour que ces agents-là trouvent leur motivation. Et notamment, on sait que dans les gouvernements, donner des raisons économiques, c'est généralement quelque chose qui peut faire bouger les choses. Et notamment, mes recherches, donc, dernièrement, m'ont poussé à deux constats qui touchent à exactement ce que tu as demandé à Anne-Josée. C'est que d'une part, l'inaction climatique va coûter beaucoup plus cher que l'action. Ne pas agir pour le climat va coûter beaucoup plus cher qu'agir pour le climat. Et deuxièmement, c'est qu'on a des bénéfices économiques à court terme et moyen terme à agir pour le climat. C'est deux questions différentes, au fait. Alors, d'une part, par exemple, alors on peut penser à l'inaction climatique, on peut penser aux inondations, aux canicules, aux feux de forêt, à l'érosion, aux sécheresses, aux pertes agricoles, aux pertes dans les régions côtières, aux pertes d'infrastructures, à l'acidification des océans, aux migrations climatiques, aux conflits armés qui vont s'en suivre. Ce sont des coûts de l'inaction climatique qui sont immenses. Alors, l'inaction climatique est déjà en train de coûter très, très cher aujourd'hui au Canada et partout dans le monde. Par exemple, au Canada, les inondations, ça nous coûte déjà très cher aujourd'hui en 2022. Alors, ces coûts ne feront qu'augmenter. Alors, c'est une série de coûts, mais qui sont d'un ordre de magnitude beaucoup plus important que peu importe l'investissement qu'on va faire ici pour réduire nos gaz à effet de serre. Ce sont vraiment de coûts d'une très, très grande magnitude. Et justement, alors, on s'attend, alors, c'est sûr que là, on peut donner plusieurs chiffres, comme par exemple les pertes agricoles qui vont s'en suivre dans le monde, ou justement l'effet des inondations, des canicules ou des feux de forêt sur notre économie. Mais si on regarde justement, c'est pour ça, moi je travaille, alors vous avez déjà vu l'effet de rebond entre moi et Marc, alors je vais vraiment parler du niveau beaucoup plus macro, mais justement, parlons au niveau plus macro, là. On est en train de voir, en fait, les nouvelles études sont en train de nous montrer que le PIB mondial va chuter entre 11 et 18% d'ici 2050 si on n'agit pas pour le climat. Alors, c'est comme une genre de catastrophe économique qui est sans commune mesure à ce qu'on a vu durant la COVID-19. Alors, si on croyait qu'on était en récession économique durant la COVID-19 ou même durant la crise de 2008, on n'a absolument rien vu. Alors, l'impact économique des changements climatiques va être beaucoup plus important que n'importe quelle récession qu'on a déjà vu auparavant ou presque. Alors, ça va être des coûts non seulement qui vont être très, très élevés, mais qu'on n'aura pas la capacité de remonter la pente. Ce sont des coûts qui vont à un tel point détruire la structure d'arrière-plan de notre économie mondiale qui va faire en sorte que ça va être très, très difficile de remonter la pente une fois qu'on sera rendu à ce niveau de catastrophe-là. Alors, c'est pour ça que l'inaction climatique va coûter vraiment très, très cher. Par contre, justement, il y a aussi des raisons de croire que, donc pour la deuxième partie de des questions, et Marc a déjà touché un peu à ça. Et là, je ne suis même pas en train de parler des coûts environnementaux, je veux dire, de tout l'impact sur l'écosystème. Je suis vraiment juste parler en termes de coûts économiques. Alors, on peut parler du coût pour la santé aussi des gens, on peut parler des coûts sur la destruction des écosystèmes qui sont vraiment importants, mais je suis vraiment juste en train de parler des coûts économiques. Par contre, si on arrive à la deuxième partie de la question, c'est qu'il y a des bénéfices économiques à agir aujourd'hui. Alors, Marc a déjà touché à ça. C'est tous les gains économiques qu'on peut faire. Alors, comment on pourrait créer de l'emploi, on pourrait attirer des investissements. En fait, toute la transition vers une économie verte, que ça soit à la fois au niveau de, par exemple, des rénovations vertes ou dans la création de batteries, on va créer des emplois dans le secteur des batteries et tout ça. Ce sont des investissements qui vont vraiment créer beaucoup de richesses au Québec. Je sais que je pourrais en parler un peu plus longtemps tout à l'heure, mais c'est ça. Donc, l'inaction climatique va coûter très cher et aujourd'hui, l'action climatique pourrait être vraiment bénéfique pour la société. Alors, ce message-là, pour moi, est vraiment très important et c'est ça qu'on essaie de transmettre envers les dirigeants politiques, économiques pour faire en sorte qu'on peut accélérer la transition aujourd'hui. Si je peux me permettre de poursuivre sur le point d'Alexandre et faire le pont, Alexandre, tu exposais l'idée d'amener le volet économique dans la discussion. C'est exactement la même porte d'entrée pour les entreprises. C'est quand même le nerf de la guerre pour eux d'être rentables et d'avoir un développement économique qui est viable dans le temps. Donc, c'est le même discours qu'on doit adopter pour les entreprises comme porte d'entrée. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est qu'on le fasse pour les bonnes raisons, bien entendu, mais aussi pour un volet économique. Donc, c'est mon travail, c'est ce que je fais avec les entreprises depuis le tout début.
Puis ce qu'on montre, en fait, c'est qu'effectivement, même si le climat n'est pas parfait là, au niveau mondial pour faire cette transition-là, et au Québec notamment, il y a quand même des choses que les entreprises peuvent faire à court terme et en tirer bénéfice. Donc, s'occuper de transition énergétique, s'occuper de transition vers une économie carbone, ça peut être rentable pour les entreprises. En fait, bien souvent, c'est très rentable pour les entreprises de le faire, surtout lorsqu'on travaille en réduction. Donc, l'idée, c'est réduire sa consommation, repenser ses façons de faire, repenser ses processus. On peut parler d'éco-conception, repenser la conception de nos produits, de nos services qu'on va offrir. Et tout ça va amener des gains financiers assez importants. Et ça, dans n'importe quel type d'organisation, dans n'importe quelle taille d'entreprise, etc. Donc, c'est vraiment le premier réflexe, c'est de dire, est-ce que je peux repenser, est-ce que je peux réduire? Donc, c'est des R bien payants, là, ces deux R-là, repenser, réduire. Et c'est la première étape. Et c'est vraiment là qu'on peut aller chercher des gains intéressants à court terme. Et par la suite, comme je disais, là, si on veut faire une transition plus importante, bien là, c'est là que l'effet levier va être nécessaire, où on va avoir besoin là, d'un support supplémentaire. Et je nuancerai tantôt mes propos qui étaient peut-être un peu pessimistes en disant que quand même au Québec, on a déjà certains projets, certains plans de support qui sont offerts aux entreprises, notamment le fonds EcoLeader qui est présent depuis déjà presque 2 ans au Québec, dans lequel on offre un support non seulement financier aux entreprises pour faire ce virage-là, mais aussi un support logistique et de compétences, donc des gens qui supportent finalement la transition auprès des organisations, et ça partout, dans toutes les régions du Québec. Donc, il y a quand même déjà des politiques qui sont en place pour supporter l'organisation, et il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de ce genre d'initiatives-là qui existent. Et ce qui nous manque vraiment, c'est vraiment un chapeau macro où il y a un intervenant sur le chat qui, à juste titre, qui disait ça serait important de rendre visibles les fameux coûts, ces fameux coûts environnementaux-là. Et tantôt, je parlais d'internaliser des externalités. Donc, une externalité, c'est un impact environnemental pour lequel, finalement, l'organisation n'est pas tenue responsable pour l'instant, donc ne paye pas quelque chose. Par exemple, les émissions carbone. Donc, le fait d'internaliser ces externalités-là à travers des mécanismes économiques, notamment une taxe carbone, pour ce qui est du carbone, mais à travers une taxation supplémentaire sur l'eau, sur les déchets ou autres, bien, ça va faire en sorte qu'automatiquement, en prenant en compte ces coûts-là, finalement, dans nos activités d'entreprise, bien, ça va changer nos façons de faire, nécessairement. Prenez juste l'exemple de l'essence présentement. L'essence, quand elle était à 1,20 $, on avait un comportement. Soudainement, à 2,16 $, on a peut-être un autre comportement. Donc, c'est exactement ce que l'internalisation des externalités peut apporter. Et donc, pour faire aussi suite à un des commentaires aussi qu'il y a eu sur le chat, ça va être important pour les entreprises de penser aussi à long terme. Quels sont les impacts potentiels à long terme? Quels sont les coûts futurs aussi que l'entreprise devra assumer et qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, je vais devoir peut-être prendre des décisions différentes. Et encore une fois, l'essence est un bon indicateur aujourd'hui. Si les entreprises qui ont déjà une infrastructure énergétique sobre en carbone, bien, ont déjà un avantage compétitif versus leurs concurrents qui n'ont pas une infrastructure énergétique sobre en carbone présentement. Merci beaucoup. C'est vraiment tous des bons points. J'aimerais ajouter en complément à EcoLeader, ici au Québec, on a le Mouvement Desjardins qui a pris des engagements d'être zéro émission carbone d'ici 2040, entre autres en travaillant sur le transport, les bâtiments, et puis en aidant leurs clients aussi à se placer sur une trajectoire de transition. Il y a l'initiative Compétiver d'Investissement Québec qui aide nos manufacturiers aussi avec des programmes financiers. La CDPQ aussi est engagée vers un avenir net zéro. Donc, il y a beaucoup là, des grands joueurs de la finance aussi qui viennent supporter en complément aux programmes gouvernementaux. Puis sans oublier tous les programmes de Recyc Québec pour encourager les solutions pour éviter, par exemple, l'usage d'objets à usage unique et favoriser le recyclage des matières, les symbioses industrielles, tout le réseau des synergies Québec. Donc, il se passe vraiment beaucoup de choses au Québec. Tu as parlé, Marc, des défis, de ce que ça va coûter, du fait qu'il y a des taxes carbone. Mais les entreprises et les entrepreneurs qui font déjà un pas en avant, là, je voyais dans le chat une des discussions, est-ce que l'économie risque de s'effondrer suite à la discussion d'Alexandre? C'est sûr, on a déjà vu dans la pandémie des bris de chaîne d'approvisionnement chez les grands donneurs d'ordre. Ils étaient très contents de compter sur nos petits entrepreneurs, parfois les plus petites PME qui étaient beaucoup plus agiles, bien que ce soit quand même de grandes entreprises, mais prendre la relève lors des bris de chaîne. Ce que les entrepreneurs nous disent pour ceux qui se placent sur une trajectoire de transition, c'est « je le fais, j'essaie de le faire,
mais je ne me sens pas ni récompensée ni avantagée par rapport à mes concurrents, bien que j'y investisse beaucoup. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un rôle aussi pour les gouvernements là-dedans de jouer un rôle positif là, en encourageant les entrepreneurs au niveau de l'écofiscalité? Oui, bien certainement. Ben, c'est ça, hein, c'est ça l'idée. C'est exactement ce qui se passe. Puis je donne un des exemples que j'ai souvent, c'est qu'on encourage beaucoup la consommation locale présentement. On dit acheter local, c'est important. Puis effectivement, c'est important parce que ça suscite un cercle vertueux dans l'économie, évidemment. Mais le problème, c'est que la réalité rattrape souvent ce souhait pieux, finalement, qui est que finalement, la PME va acheter ces matières là où c'est le moins cher. Et c'est peut-être pas nécessairement le moins cher localement pour toutes sortes de raisons. Par exemple, on traite mieux nos employés, évidemment. Bon, puis on tient compte effectivement des coûts environnementaux sont peut-être plus élevés ici que dans d'autres juridictions. Ça fait en sorte que finalement, pour ces entreprises-là, malheureusement, ça devient plus intéressant de s'approvisionner dans des pays éloignés comme la Chine ou autres que de le faire localement. Et c'est là où je pense que l'écofiscalité est importante, parce qu'à partir du moment où on va internaliser ces coûts environnementaux-là associés au fait de transporter finalement ces matières-là ici avec une taxe carbone. Finalement, ça pourrait être des taxes carbone à l'entrée. Hein. C'est déjà en réflexion au Canada, là, donc d'avoir une tarification carbone à l'entrée des matières qui sont importées au Canada. Ça serait un bel exemple. Si on avait ça, bien, économiquement, ça devient plus intéressant de s'approvisionner localement. Puis à ce moment-là, bien, si je m'approvisionne localement, bien, ça crée un cercle vertueux où mon économie est soutenue par ma propre économie. Et ça fait en sorte que finalement, on a une transition vers une économie verte, accélérée, finalement, où on est, finalement, économiquement, c'est aussi super intéressant. C'est là l'effet de levier que je parlais tout à l'heure, où c'est là l'écofiscalité est vraiment importante. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'écofiscalité, mais c'est vraiment là où on peut agir. Et non seulement c'est pas menaçant, mais au contraire, c'est très positif, si c'est bien fait, bien entendu, pour le développement économique au Québec. Mais c'est ça qui est intéressant du projet d'Observatoire, c'est que ça va vous permettre de vous concentrer sur des sujets d'écofiscalité ici au Québec qui sont pertinents pour nos entreprises de chez nous. Puis on a besoin d'avoir des groupes de chercheurs qui font ça et le pondent dans le contexte tout à fait québécois. J'aime ce que tu dis, au fur et à mesure que de plus en plus d'entrepreneurs vont faire des approvisionnements locaux, aussi les volumes vont probablement générer une baisse des coûts de production chez nos propres entrepreneurs. Donc, là, il y a une question dans le chat qui est tout à fait en ligne avec là où on s'en allait, c'est est-ce que ça ne serait pas mieux, puis peut-être je vais me retourner vers Alexandre, d'avoir une espèce de transition qui est très ordonnée, un petit peu plus planifiée, où on parle même dans le chat d'une décroissance planifiée plutôt que de subir là, des contre-coups un peu chaotiques là, qui sont quand c'est un petit peu moins bien organisé. C'est possible, ça, une transition ordonnée? Bien, certainement. Je veux dire, en fait, par exemple, toute l'éco-fiscalité, le fait de justement mettre une tarification du carbone, toute l'éco-fiscalité, en fait, ça nous donne beaucoup plus d'ordre. En fait, ça fait en sorte qu'on sait à quel point ça va devenir cher de polluer. Alors, on sait qu'on devrait se retourner vers le local. Alors, les entreprises peuvent planifier leurs activités en fonction de ces coûts-là. Mais il y a différents niveaux de planification. Alors, pour ce qui est de la décroissance, je pense qu'on pourrait en parler à la fin parce que pour moi, ça ouvre toute une boîte, au fait. Ça ouvre toute une boîte au fait où, ben, personnellement, je suis vraiment très, très sympathique aux objectifs de la décroissance, c'est-à-dire le fait de vivre mieux avec moins, le fait abandonner le PIB complètement. Alors, je ne suis vraiment pas fan du PIB comme indicateur, mais pas le positif ni le négatif non plus. Alors, je ne vais pas viser ni les PIB positifs, mais si la décroissance veut dire viser un PIB négatif, je ne suis pas d'accord avec ça non plus. J'aimerais simplement qu'on abandonne cet indicateur-là. Je ne suis vraiment pas fan. J'utilise juste parce que c'est dans le langage de ce qu'on utilise généralement en politique, mais généralement, je ne suis vraiment pas fan de cet indicateur-là. Et le fait justement d'internaliser les externalités négatives, les gens du mouvement de la décroissance disent, c'est exactement ce que Marc vient de dire. On n'a pas vraiment besoin du terme décroissance pour dire qu'on doit internaliser nos externalités négatives. Mais tout ça, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est important d'avoir une bonne planification et notamment une des recherches qu'on est en train de faire, c'est un peu comme votre cartographie, Anne-Josée, mais comme un peu à l'inverse. On est en train de voir tous les emplois qui vont être à risque au Québec. C'est-à-dire tous les emplois que finalement au Québec, là, on va les perdre parce qu'on doit réduire nos gaz à effet de serre, n'est-ce pas? Alors, il manque une grande cartographie de nous dire vraiment quels sont, secteur par secteur, ces emplois qui vont être perdus parce que si on veut réduire nos gaz à effet de serre, on va perdre ces emplois-là.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces travailleurs-là? Alors, c'est vraiment toute une... Alors, c'est pour ça qu'il y a des éléments de planification qui sont très importants. On trouve aujourd'hui qu'on doit mettre de l'avant l'idée que la transition énergétique va créer des emplois, parce que c'est ce qu'on est en train de voir, ça va créer des emplois dans toutes sortes de secteurs. Tu l'avais déjà montré, il y avait beaucoup de secteurs où ça va créer des emplois. Et on doit aussi voir où est-ce que les emplois vont être perdus. Et ensuite, on doit dire comment est-ce qu'on va soutenir les travailleurs qui vont perdre ces emplois-là. Et c'est ça, ce genre de niveau d'ordre, pour moi, est extrêmement important parce que si on envoie un message au Québec et on va dire tous les travailleurs qui sont à risque, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des emplois pour vous dans la nouvelle économie verte. Et voici le type d'emploi qu'on a besoin, voici le type de formation dont vous allez avoir besoin. Et vous savez quoi? Le gouvernement va vous aider dans ces formations-là. Le gouvernement va vous soutenir, va vous donner de l'aide pour acquérir les nouvelles compétences nécessaires. Et en fait, il y a beaucoup de travailleurs qui ont déjà des compétences qui sont transférables. Il y a des gens qui passent du secteur pétrolier aux énergies vertes sans problème. Il y a des gens qui font des formations pour le faire. Le gouvernement devrait être en train de dire à tous ces travailleurs-là, on va être là pour vous soutenir dans cette transition-là. Ça va faire en sorte que ça va enlever beaucoup de temps, et ça, c'est mon hypothèse, ça va enlever beaucoup de tension à la société aujourd'hui. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens vont être d'accord avec la transition. Ils vont dire, non, c'est bon, on peut faire une transition, on va s'occuper de tous les travailleurs à risque, on va s'occuper de moi et on va vraiment augmenter le niveau d'acceptabilité sociale de la transition. Et on sait au Québec et partout dans le monde, en fait, l'acceptabilité sociale, c'est important pour accélérer n'importe quelle idée politique. Et c'est ce qu'on fait. Alors, c'est vraiment ce qu'on veut faire dans ce nouvel observatoire qu'on est en train de mettre sur pied. C'est de voir aussi comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on va augmenter l'acceptabilité sociale autour de la transition, de l'accélération de la transition vers une économie verte. Et merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a une question qui est arrivée dans le chat. Que dire aux jeunes éco-anxieux quand on voit des décisions comme Baie du Nord là, qui sont aussi contraires à la direction où on veut s'en aller, puis quand on parle d'une transition ordonnée, ce genre de signaux-là tout à fait contraires viennent un peu débalancer, déstabiliser, puis aussi des fois conforter des entrepreneurs qui, eux, auraient décidé de ne pas bouger, mais alors que leurs risques continuent de croître. Donc, peut-être une dernière question avant de se tourner là, dans les minutes qui vont nous rester pour parler spécifiquement de l'OREV et les prochaines étapes. En tout cas, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous m'ont entendu à la radio à la suite de l'annonce de Baie du Nord, mais j'étais complètement hors de moi. J'ai rarement été aussi fâché dans ma vie et en ondes, en tout cas. Ce signal, au fait, n'est pas très confortant. En fait, ce signal est et en fait, n'est pas particulièrement bien reçu dans le milieu des affaires. Beaucoup de gens sont en train de croire que comment c'est qu'on envoie un signal aussi ambigu? On va réduire nos gaz à effet de serre et donc on devrait être, toute l'économie, tous les secteurs devraient être derrière cette idée de réduire nos gaz à effet de serre, mais en même temps, on est en train de prévoir quelque chose qui va augmenter radicalement nos gaz à effet de serre. Trans Mountain et Baie du Nord sont des excellents exemples. Ça envoie un signal très confus et ce n'est pas du tout bon pour l'économie. Ce n'est pas du tout bon pour les investisseurs. Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment bien reçu. Des gens qui veulent accélérer leur mouvement vont finalement se dire ouais, on peut quand même attendre. Mais si je peux juste donner un message positif avec ça, c'est c'est important des fois de travailler projet par projet. Et au Québec, on a réussi avec GNL Québec d'empêcher la construction de la centrale de GNL au Saguenay. C'est vraiment la société, c'est vraiment des professeurs d'université, c'est vraiment des gens de la société civile qui ont réussi à dire on ne va pas de l'avant avec ce projet-là. On est intervenu au BAP, on a réussi à faire tomber ce projet. On doit réussir à faire la même chose avec Baie du Nord. Alors, on doit faire que le gouvernement revienne sur sa décision somehow. Mais c'est vraiment intéressant et important pour les gens de fois de dire, OK, là, on se concentre sur un projet et on doit le faire tomber parce que ce projet-là va être vraiment néfaste. Alors, il ne faut pas laisser tomber la bataille, mais c'est extrêmement décourageant de voir que le gouvernement a accepté Baie du Nord. J'étais complètement hors de moi. Bien, merci pour la question dans le chat sur ce sujet qui te tient à cœur et qui nous a tous énormément touchés. On en est presque au mot de la fin, puis je voulais laisser le mot de la fin sur les prochaines étapes de l'OREV à Alexandre. Donc, avant, je vais retourner vers toi, Marc. Pour nous, chez Québec Net Positif, bon, on est un laboratoire d'idées, un think tank, je l'ai dit. Un des éléments très importants, c'est de voir que les connaissances au sujet de la transition ici au Québec continuellement s'enrichissent, qu'elles sont diffusées, mais surtout qu'elles sont rendues exploitables par les gens qui sont dans les entreprises sur le terrain. Parle-nous du rôle de l'OREV à ce sujet-là, puis comment tu vois ce nouveau projet. Je crois que tu vois ça vraiment d'un bon œil.
Oui, oui, certainement, absolument. En fait, pour aussi rebondir sur l'éco-anxiété de nos jeunes, moi, je trouve que c'est source de motivation, là. Je pense que c'est vraiment, ça nous pousse à agir, justement. Puis moi, c'est une des motivations qui fait en sorte qu'on doit changer les choses. Et donc, c'est une des motivations qui fait qu'effectivement, le rêve doit exister, à mon avis. Et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Et un des rôles de l'OREV, c'est justement aussi d'amener de la connaissance et de l'information sur le terrain, donc auprès des entreprises, auprès du consommateur, auprès de nos enfants éventuellement, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. On travaille pour ça, on avance. Et bon, évidemment, au niveau plus organisationnel, je dirais, ce qui est important, c'est de démocratiser c'est quoi cette transition verte-là. Montrer qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui peut être dangereux, contraignant, une menace finalement pour l'organisation, mais au contraire, pour moi, vraiment, c'est une opportunité pour une organisation de faire cette transition verte-là. Tantôt, je parlais de réduction, de repenser, mais aussi d'aller conquérir de nouveaux marchés, d'avoir des avantages compétitifs, de différencier de ses concurrents, de repenser différemment aussi complètement son modèle d'affaires. Et j'aurais pu même aller vers ce sujet-là. Bref, il y a vraiment une foule d'opportunités d'aller vers là. Puis on le dit, c'est bon pour les emplois, même de façon macro, le déplacement. Il y aura des déplacements d'employés, mais globalement, il y a des gains vers et plusieurs études l'ont démontré qu'il y a des gains vers une économie verte en termes d'emploi. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, mais ceci dit, il n'y a pas de danger pour les emplois. Et au contraire, on se retrouve avec des emplois qui vont être plus intéressants, plus stimulants, empreints de sens. On va amener du sens au travail encore plus grand. Et donc, je pense que le rôle de l'OREV, c'est d'amener cette information-là sur le marché, mais aussi de prendre le pouls des besoins, de la réalité de nos entrepreneurs, de nos dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est quoi les fameux effets de levier qu'ils ont besoin? Comment on peut les supporter? Comment on peut aider vers cette transition-là? Et on va pouvoir faire le pont avec Alexandre éventuellement sur les politiques gouvernementales, sur la planification, sur le cadre et tout ça. Donc, moi, c'est ce qui va me plaire dans le rêve, c'est de pouvoir faire ce pont, ce va-et-vient entre les besoins et aussi le transfert de connaissances vers les entreprises. Merci beaucoup, Marc. Puis nous aussi, on a hâte de pouvoir jouer ce rôle-là en étant en contact avec des entrepreneurs lors de nos webinaires, ateliers, de nos activités, de comprendre les risques de la transition pour eux, pouvoir ramener les risques pour lesquels on n'a pas toujours des solutions vers les équipes de chercheurs qui vont pouvoir être à l'affût puis nous aider à aider les gens sur le terrain à réussir leur transition. Alexandre, je vais retourner vers toi là, sur les prochaines étapes pour la création de l'OREV, puis ton petit mot de conclusion là, avant qu'on conclue complètement la table ronde. Merci. En fait, merci pour cette opportunité. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment important de pouvoir d'avoir le temps de parler de ces sujets-là. Et justement, comme Marc a dit, alors, notre mission, alors d'une part, c'est justement d'écouter et d'accompagner. Alors, c'est-à-dire, on veut écouter les entreprises, on veut écouter les travailleurs, on veut savoir comment eux ils voient aussi cette transition-là. Alors, c'est vraiment très, très important d'être à l'écoute des travailleurs et des dirigeants économiques. Et aussi, justement, après ça, on fait notre travail. Comment est-ce qu'on intervient, comment est-ce qu'on informe? Et on est là, ultimement, pour guider les décideurs politiques et économiques. Et honnêtement, là, si on regarde notre mission, pensez à tous les rapports scientifiques et économiques sur la lutte au changement climatique. Vraiment, notre mission, c'est comment est-ce qu'on réussit à traduire politiquement et socialement cette information-là. Ce n'est pas toujours clair. Alors, lorsqu'on regarde les rapports scientifiques sur le climat, ce n'est pas toujours clair qu'est-ce qu'on doit faire ici et maintenant, parce qu'il y a beaucoup de ces informations-là qui sont en fait des réponses qui sont politiques. Alors, on a l'impression de savoir, OK, on sait ce qu'il faut faire, mais quand il faut traduire politiquement toute cette information-là, ce n'est pas aussi simple. Et c'est vraiment ça notre mission. C'est faire en sorte qu'on va réussir à traduire tous les rapports scientifiques et économiques sur le climat de manière à prendre en considération tout ce qui sont les considérations vraiment du politicien et des décideurs économiques. Donc, des questions d'acceptabilité sociale, de comment est-ce qu'on justifie à court terme les coûts et les bénéfices. Donc, ça, c'est vraiment notre expertise, en fait, et c'est vraiment ce qu'on vise à faire. On vise à aider les décideurs politiques et économiques à naviguer cette transition énergétique, cette transition vers une économie verte et la lutte climatique, justement avec des travaux très, très
qu'on crée. Alors, c'est une initiative qu'on a créée qui est vraiment unique en son genre. Alors, nos recherches mettent vraiment l'emphase sur la dimension politique de la lutte climatique. Comment est-ce qu'on va réussir à parler aux politiciens? Comment est-ce qu'on va réussir à parler aux dirigeants d'entreprises en accordant vraiment une place de choix à ces questions-là qui sont de justification à court terme, d'acceptabilité sociale. Alors, comment est-ce qu'on connecte le court terme avec le long terme? C'est vraiment ça notre spécialité. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Alors, on va vraiment j'ai l'impression qu'on va vraiment être en mesure de jouer un rôle pivot auprès de ces dirigeants-là. Et on sait qu'en fait, il y a beaucoup d'organisations qui ont besoin des connaissances pour pouvoir enclencher des changements. Et on est là justement pour les aider et pour les guider dans l'acquisition de ces connaissances-là. Et aussi, je pense que c'est important de le dire, on va parler dans un langage qui est utile pour nos dirigeants. Alors, on va parler dans des termes ça va être utile pour eux et qu'eux vont pouvoir l'utiliser aussi pour justifier leurs actions. Alors, c'est tous ces éléments-là qui vont permettre de canaliser les efforts pour faire en sorte qu'on accélère le mouvement d'une transition vers une économie verte. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Je reprends le partage d'écran, puis je t'écoutais, Alexandre, parler on va rendre le langage utile, disponible, on va aider les gens à naviguer la transition. J'entendais Marc dire que c'est très possible de prospérer pendant la période de transition, donc il faut juste avoir les bonnes connaissances, être à l'affût des signaux. Les gens demandent comment va fonctionner le rêve. Alors, le projet de l'Observatoire est vraiment en cours en ce moment. Je pense pour les prochaines étapes, pour résumer rapidement, Alexandre est en train de mobiliser tous les joueurs dont nous, Québec Net Positif, on voulait faire profiter de la plateforme de la Semaine d'économie verte à l'équipe pour se faire connaître. Si vous avez un intérêt envers l'OREV, les travaux qui s'apprêtent à faire, vous avez le goût d'être un des partenaires de l'OREV ou d'un collaborateur ou d'en savoir plus, ça sera possible de communiquer avec Alexandre. Donc, un gros merci à nos deux invités. Nous avons préparé un formulaire d'appréciation de l'événement qui est dans le chat. Et dans le chat, si vous avez un intérêt, il y a une des questions du formulaire. Vous pouvez indiquer votre courriel. Nous allons transmettre tous ces courriels à Alexandre qui va se faire un plaisir de faire un suivi avec vous si vous avez un intérêt spécifique pour le rêve. Donc, je remercie à nouveau Marc pour toutes ses connaissances et son intérêt pour la transition de nos entrepreneurs d'ici. Alexandre pour sa grande contribution entre le macro et le micro et de rendre toutes ces informations exploitables par nous autres sur le terrain, par les entreprises sur le terrain. Je pense qu'on va être en bonne main avec le rêve. Un merci à Écotech Québec qui a organisé la semaine de l'économie verte et nous a permis de tenir la table ronde aujourd'hui. Et à vous tous, les participants, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aussi si vous écoutez cet événement en rediffusion. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, sur ce, notre événement se termine et puis on vous souhaite une très belle semaine de l'économie verte. Soyez à l'affût des événements en cours ainsi que le forum sur la finance durable au-delà du net zéro, le rôle important de nos financiers qui a cours aujourd'hui et demain. Bonne fin de journée à tous. Encore merci. Merci tout le monde. Un grand merci. Merci pour l'invitation.